4 février dernier, vous avez peut-être vu une partie du web francophone sursauter à l'annonce du lancement de la campagne Kickstarter de Windwalkers. Derrière ce nom assez générique se cache un projet transmédia par le studio français Forge Animation, qui englobe un film d'animation donc, mais aussi de la bande dessinée et un jeu vidéo. And I am here to talk to you about a video game. Et derrière tout ça se cachent surtout des adaptations du roman La Horde du Contrevent de Alain Damasio, qui nous invite à suivre un groupe de 23 personnes qui passent la majeure partie de leur vie à parcourir un monde constamment balayé par des vents violents à la recherche du légendaire Extrême Amont. Si vous n'avez pas encore lu le livre, arrêtez immédiatement de regarder ce programme pour vous le procurer et le dévorer, c'est pour votre bien. Si vous l'avez déjà lu, en revanche, vous savez certainement déjà qu'il s'agit d'une œuvre majeure de la littérature fantastique moderne. Une œuvre très atypique, extrêmement littéraire et pas forcément évidente à adapter. Alors il est vrai que La Horde du Contrevent, et très souvent on nous l'a dit, est une œuvre qui est censée être inadaptable parce qu'elle est très ancrée dans son média qui est l'écriture en fait. Et elle a été pensée comme ça. Alain Damasio a vraiment retranscrit ce livre pas de manière très visuelle, il l'a fait de manière très émotionnelle en fait, avec ses tripes. Et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs très difficile de se faire une représentation graphique de la Horde. On arrive à avoir quelques images, mais c'est assez flou. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pour cette raison qu'on a décidé, outre l'amour qu'on a pour ce livre, c'est aussi l'aspect visuel qu'on peut lui donner. Et même si à un moment donné, le fait que ce soit, on va dire, assez flou dans la tête de tous les fans de cet univers, il y a moyen de mettre une vision et de la porter pour arriver à non pas rendre hommage à ce livre, mais au moins à pouvoir faire connaître cette magnifique histoire à des personnes. Et ce qui est important, c'est vraiment les émotions qu'on va ressentir et ce que vont traverser les héros de cette histoire en fait. Voilà. Apporter une vision précise à un univers assez flou n'est évidemment pas une mince affaire, surtout lorsque l'on parle d'un livre comme La Horde du Contrevent, dont une grande partie des enjeux est contenue dans le vent. Dès le départ, il a été convenu qu'Alain fasse partie du projet. Et puis très vite, en fait, il a eu envie de travailler. Donc, ce qu'a fait Forge, en fait, c'est qu'on lui a donné pas les clés du camion, mais on lui a donné tous les moyens qu'on pouvait pour l'entourer d'une équipe pour pouvoir développer son univers. Donc pendant que Hervé, lui, s'occupait principalement de la partie graphique en allant chercher des designers internationaux pour enrichir l'univers et pour le rendre international aussi et pour tester aussi sa viabilité à l'étranger, Alain, lui, il avait une équipe d'auteurs, de réalisateurs. Bien sûr, il y avait des gens de chez Forge qui encadraient tout ça et des scientifiques, des experts en univers désertique, en zone aride, des experts du son, le son du souffle. On a fait des expériences de dingue avec des gens qui passent leur vie à étudier le son que fait le bruit du souffle à l'intérieur du corps humain ou le bruit d'un vent dans le désert. Donc il y avait des choses comme ça. De ce travail-là qui a duré plus d'une année est sorti un codex en fait, un document de plus de 100 pages. Il y en a eu 3000, donc on l'a condensé en une centaine de pages. Dont on s'est servi pour nourrir les designers. Et quand Hervé est parti voir Amano, Georges Hull qui a bossé sur le dernier Jupiter Ascending ou Oscar Chichoni qui était sur Pacific Rim ou Wayne Barlow qui a fait le design d'Avatar, en se disant soyons fous, qui ne tente rien n'a rien, il n'y en a aucun qui a dit non. Ils ont tous dit cet univers est absolument génial. La meilleure forme qu'on a pu donner jusqu'à présent au vent, parce que c'est très compliqué de le représenter évidemment, c'est comme un poisson dans l'eau. L'eau, au bout d'un moment, on la voit plus quoi. Mais on voit ses effets pour le coup. L'idée qu'on a la plus probante aujourd'hui, c'est vraiment l'idée d'un vent qui désagrège les personnages ou les roches où elles sont complètement rincées et polies par le vent et on sent qu'elles se désagrègent derrière. En fait, on est vraiment parti sur une idée où visuellement, quand on regarde face à l'extrême amont, les rochers sont très ciselés, avec pleine forme, les végétaux se cachent derrière les rochers. Et si on regarde de l'autre côté, là on voit un monde qui est quand même très poli par le vent. Et cette sensation-là, on va avoir des endroits où c'est presque, le sol c'est presque du marbre en fait, tellement il est poli. Le vent, comme nous on le conçoit, c'est pas exactement le vent que Damasio conçoit dans son œuvre.
Pour lui, le vent, c'est la source de tout. Ils appellent ça le vif. C'est le mouvement du vif qui fait qu'il y a un vent en fait. Le vent de Damasio, c'est pas juste un vent qui fait bouger les arbres, c'est un vent intelligent et qui se matérialise de plusieurs façons. Donc ça va être un vent qui, si je spoil pas, peut prendre forme humaine, qui peut faire énormément de choses. Donc au niveau d'un jeu pour faire des ennemis et du gameplay, c'est juste énorme. Ces possibilités offertes par l'univers de la Horde du Contrevent, Forge les a jugées propices au genre de l'action RPG et du roguelike. L'idée de base en fait du projet, c'était de prendre un univers qui est super riche et de développer l'univers. Et après, sur chaque partie, en fait, si on veut faire un jeu vidéo avec, si on veut faire un film avec, pour ce qui est de la BD et tout, regarder ce qui est bon pour faire un jeu vidéo, bon pour faire un film dans cet univers et de prendre juste ça. Et pas d'essayer de faire un jeu vidéo avec l'histoire du livre par exemple, ou de faire un film avec une histoire qui va être repris dans le jeu vidéo. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris chaque partie et on a regardé qu'est-ce qui allait bien avec son média. Donc on a regardé pour le film, elle va nous faire une super histoire poétique. Par contre, pour le jeu vidéo, c'est pas du tout ça. En fait, on a regardé ce qui était dans l'univers de la Horde du Contrevent viable et qui les gens auraient envie de faire avec. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment basé sur l'expérience. C'est-à-dire qu'on va pas vous raconter 10 heures d'histoire de la Horde du Contrevent, on va pas faire de la poésie. On s'est vraiment basé sur tout ce qui était contre, ce qui était aventure, ce qui était le côté ludique en fait de l'œuvre, ce qu'on pouvait mettre dans un jeu vidéo. La Horde du Contrevent, ce qui est du jeu, elle est partie de concepts qui étaient vachement importants pour l'auteur et pour Hervé qui portait le projet à l'époque. C'est-à-dire que pour l'auteur, en fait, la Horde du Contrevent, c'est quoi? C'est être en vie. C'est la question qu'est-ce qui est être en vie? Et ça a été, pour lui, c'était être en mouvement et être en lien. Pour ce qui est Hervé, il voulait vraiment quelque chose de dynamique parce que pour lui, la Horde du Contrevent, c'est quelque chose de vachement dynamique et ça fait des belles images. C'est en fait un truc qui était très important pour lui. Donc en prenant ces deux aspects-là, on s'est dit, pour faire un jeu qui respecte ces concepts de base, on va déjà mettre le multijoueur en avant, parce que avoir la Horde en tant que Horde elle-même, c'est bien, mais c'est toujours vous, joueur tout seul, avec une entité qui reste une voiture, quoi. Donc, pour vraiment porter le lien et être en mouvement avec les autres, on a vraiment mis le multijoueur en avant. Et après, il y a la Horde du Contrevent. La Horde du Contrevent, c'est pas je vais faire 100 mètres à pied, je m'arrête, c'est pas un monde facile. Il y avait la religion de la Horde qui disait ils doivent marcher pendant 35 ans, ils doivent pas prendre de véhicule, il y a plein de choses qu'ils doivent pas faire. Donc le jeu, c'est un peu pareil, on va prendre ces éléments-là. Et donc au niveau du jeu, on s'est dit on va faire une espèce de RPG action, style vachement porté action, style Dark Souls. On va récupérer tout ce qui est coopération. Le joueur va devoir supporter sa horde, créer sa horde avec des amis et partir à la recherche de l'extrêmement. Maintenant, on récupère aussi des éléments roguelike. Donc le joueur va commencer sa partie, va avancer, tant qu'il reste en vie, tant qu'il y a un élément qui porte le vif, c'est-à-dire que ça peut être, si on joue à 4, tant qu'il y en a un qui a envie, la horde pourra se remodeler et continuer. Par contre, si le dernier vif qui porte le drapeau, comme aux Jeux Olympiques, la flamme, s'éteint, voilà, on repart, on se désagrège et on repart du début. Parler comme ça peut se dire, putain, je vais refaire le jeu 50 fois, mais non, parce qu'en fait, c'est un autre aspect qui est vraiment bien avec la Horde du Contrevent, c'est que c'est un univers modelé par le vent, qui change tout le temps, qui bouge, et en fait, pour parler super simplement, que tout le monde comprend, c'est un peu les mécaniques qu'il y a dans Diablo ou qu'il y a dans les jeux où le monde est procédural, c'est-à-dire qu'on meurt, d'accord, on a des mécaniques, des éléments de décor qui sont similaires, mais à chaque fois qu'on joue le jeu, en fait, c'est pas le même jeu, c'est le même type de gameplay, on est plus fort et c'est un peu la course qui va être la première horde à trouver l'extrêmement. Qui dit RPG ou roguelike dit souvent classe, et il se trouve que le principe de la horde telle qu'elle est décrite dans le roman est tout à fait compatible avec cette notion, après quelques ajustements tout de même. Donc ce qui s'est passé, c'est on va faire réunion, vous êtes le créateur du jeu, et je vous pose la question, vous jouez un personnage, vous faites quoi? Vous me dites, c'est super, on a un bouquin avec 15 classes, on va faire 15 classes. Moi je vais jouer le Defender, et toi tu veux jouer quoi? Je veux jouer le Defender, et toi, moi je voudrais bien jouer au Olochi, et puis toi, Olochi aussi. Puis en fait on se rend compte qu'il y a dans la horde des classes qui sont super cool, que tout le monde veut jouer, et puis il y a des classes que s'il y en a qui ont lu le bouquin, il y a la feuleuse, ou il y a des trucs, je vais faire du feu pendant 3 heures. C'est super.
Donc nous, ce qu'on a fait, il y a des raisons ludiques et des raisons de développement. On va pas aussi faire 15 classes avec 15 habilités que personne n'a envie de jouer. Donc on a pris les habilités de la Horde. Donc pour le Defender, c'était super facile. C'est un mec qui défonce tout, donc tout le monde a envie de jouer. On lui a rajouté l'histoire, toi t'es le scout à la fois, t'es le Defender, et voilà. Pour ce qui est des autres, donc on avait Olochi dans le bouquin qui était super charismatique, qui contrôlait le vif, qui le comprenait et compagnie, donc on lui a donné un rôle un peu plus offensif, du moins c'est pas Olochi dans le bouquin puisque c'est un prétendant avant la Horde, mais en fait on lui a donné un style plus offensif, style mage support, donc elle peut soit jouer mage support, soit jouer mage je dégomme tout. Et après il nous restait un dernier gars, donc on aurait pu faire un healer classique qu'il y a dans tous les MMO. Mais par contre, il nous restait plein de classes à faire. Si on avait un hunter, on avait la feuleuse, on avait le gars qui ramasse les ressources, on avait le géomètre. Donc en fait, on a un peu regardé si on pouvait pas faire un compact de tout ça et faire un super caractère support qui peut se jouer healer, mais par contre qui peut avoir des caractéristiques un peu pour trouver les ressources, pour tout ce qui était vraiment faire avancer sa horde en tant que support, même s'il va être capable de la protéger aussi, parce que quand tu joues tout seul, t'es obligé de faire quelque chose avec. Mais ça va être un peu le caractère fourre-tout des autres classes pour faire un caractère aussi sympa que les autres qui sont super faciles à faire en fait. Quelle que soit la classe choisie, le joueur sera de toute façon amené à incarner un éclaireur, ce qui impliquera de quitter régulièrement la fameuse horde avec tout ce que ça apporte en matière de possibilités mais aussi de risques. Le gros point noir dans la conception, c'était qu'est-ce qu'on va faire quand on est avec la horde. Toute la partie où on joue tout seul, c'est-à-dire classique RPG action style Dark Souls, tout ça, c'est facile à voir ce qu'on va faire avec. Par contre, toute la partie où on était ensemble, c'était le gros point noir. Donc les premiers protos faits à Forge, c'était vraiment basé sur ça. Et donc maintenant, ce qu'on est en train de gérer, c'est avoir la partie de contre qui va être... La horde est toujours gérée par un AI qui avance, en fait, qui suit un peu votre impulsion. Vous êtes pas le traceur, mais vous êtes le scout dans la horde, si vous voulez. Et la façon dont vous jouez, vous avancez devant la horde pour un peu nettoyer la chose. La façon dont vous gérez votre partie va faire en sorte que la horde va plutôt à la droite ou plutôt à la gauche. Mais le truc, c'était... le joueur en lui-même va devoir gérer... Là, je suis dans la horde, parce qu'il y a du vent. La horde en elle-même, c'est comme un char d'assaut qui est fait pour tailler le vent. Donc le joueur, lui, ce qu'il doit gérer, c'est est-ce que j'ai envie d'être dans ce char d'assaut-là, parce que là, il y a du vent, il y a plein de choses qui se passent, donc je vais être protégé, je vais pouvoir me régénérer, je vais pouvoir faire plein de choses dans la horde. Par contre, la horde, elle a un gros problème, c'est qu'elle est super sensible à tout ce qui est extérieur, style des pirates, des créatures, des crones, et puis elle a besoin de ressources, et puis elle a besoin de plein de choses pour avancer, elle a besoin de savoir où elle va. Elle a besoin d'avoir des indications sur où elle va devoir aller. Donc le joueur va toujours devoir gérer, je vais sortir de la horde, je vais aller essayer de récupérer quelque chose pour que ma horde avance, j'ai pas besoin de la protéger particulièrement maintenant, donc je vais aller chercher des trucs à droite à gauche pour manger, pour machiner. Et le vent arrive, alors là je fais quoi? Je me cache quelque part. Je retourne dans ma horde, je peux me cacher quelque part, mais autant la horde va avancer sur parce que la horde n'attend pas, elle avance toujours, elle cherche à voir l'extrême avant. Je la perds, je suis tout seul, comment je fais pour survivre? Ou je retourne dans ma horde, là je suis protégé du vent. Par contre, j'arrive sur un village pirate ou j'arrive sur un truc un peu dangereux, je reste dans ma horde. C'est comme un char d'assaut dans une ville où il y a plein de gens avec des RPG tout autour. Autant je m'en sors, autant je m'en sors pas. C'est toujours ce stress de gérer. Maintenant, c'est une situation de stress où il y a beaucoup de vent, je serais mieux là. Ou alors c'est plus calme et là, il faut que j'aille explorer un peu le monde pour pouvoir faire avancer mon histoire, en fait. Actuellement, à un stade de développement assez peu avancé pour que beaucoup de choses changent d'ici la sortie, Windwalker semble partir sur des bases on ne peut plus saines, et c'est rassurant. Plus en tout cas que sa campagne Kickstarter qui, à moins d'une semaine de son terme, n'a pas levé un tiers des 330 000 $ canadiens demandés et risque donc fort de s'achever sans rapporter un centime à Forge. Pour autant, ça ne serait pas synonyme d'échec pour l'équipe, ni de fin de production pour le jeu. Ça peut paraître surprenant, mais c'est en fait assez révélateur d'une nouvelle utilisation déjà très répandue du financement participatif, ainsi que de la difficulté pour un studio modeste de faire reconnaître son travail à l'international. And then we found a real treasure. An epic sci-fi story filled with fantasy and poetry that took our breath away. Vraiment, on a décidé de faire un Kickstarter, on aurait dû le faire depuis longtemps, pour faire connaître l'univers à l'international. C'était vraiment la première raison, et la deuxième qui est venue tout de suite après,
c'était pour être en lien direct avec les joueurs, avec les consommateurs même, parce que là on voulait présenter tout l'univers et pas seulement le jeu, parce que tous les intermédiaires aujourd'hui dans le montage financier d'un projet comme celui-ci sont des filtres entre les fabricants et les joueurs et les spectateurs et les lecteurs. Donc on avait envie d'avoir un retour direct, comme on a pu avoir avec les designers qu'on est allé voir. On a eu envie d'avoir ce retour et on a bien fait pour ça. Le Kickstarter qu'on a fait ne sera jamais un échec, même si on n'atteint pas ce que je ne pense pas concevable. Notre but, ce ne sera pas un échec, parce qu'on a déjà des retours de partout dans le monde qui nous disent qu'on a raison et que cet univers est universel et intemporel et marchera tout le temps, partout dans le monde. Parce qu'en fait, le but du Kickstarter, c'était vraiment ça. C'était quand Hervé allait voir les gens il y a quelques années, on lui a dit mais c'est un bouquin français pas connu avec un univers, on sait pas si ça va marcher. Puis Hervé a dit je vais aller voir à l'étranger. Il est parti, il est allé chercher des designers étrangers. Tout le monde lui a dit mais ton projet c'est super, on va t'aider. Et c'est pour ça qu'il a énormément de bonnes personnalités sur le projet. Et puis là pareil, on lui dit mais c'est toujours un bouquin français, alors que c'est un potentiel, un univers génial. Et donc en fait voilà, c'était on va voir si les Américains, si on n'arrive pas à pousser et à montrer que le projet existe. Et pour le moment, ce qui se passe, c'est que vraiment on a une super communauté française, donc c'est 90% des Kickstarter, oui, c'est des Français. Et on essaye de pousser, aller voir les Américains, leur montrer des images, leur montrer ce qu'on peut leur montrer, pour voir si c'est vraiment la roue du contrevent, un truc franco-français qu'il n'y a que nous qui pouvons comprendre que avoir du vent c'est cool. On a surtout besoin de la communauté pour qu'elle nous aide, en fait, tout simplement, non seulement à être proche de ce qu'attendent les joueurs, mais en plus d'avoir du poids face aux décideurs. Parce que ces décideurs-là, sinon, ils vont avoir des tendances à nous amener vers dans des endroits qui ne sont pas la Horde. Voilà. Et donc nous, on a besoin d'être très fort pour ça, et c'est ce qu'on recherche avec le Kickstarter, clairement. Parce que le truc, c'était pas on veut de l'argent, c'était vraiment en fait le truc qui était important pour nous, c'était d'avoir du monde derrière pour dire regardez, il y a des gens qui veulent ça. C'est pas juste un projet que nous on pense que ça peut se faire. C'est vraiment un truc et avec la communauté derrière, on a du poids qui fait qu'après on peut avoir énormément d'argent derrière, plus que ce qu'on pourrait jamais récupérer sur un Kickstarter. Reflet, certainement malgré lui, du financement participatif devenu outil de communication et de la difficulté de se faire connaître, Windwalkers porte en lui plus de choses qu'un simple jeu vidéo ou même le projet transmédia très ambitieux qu'il est concrètement. Et rien qu'en cela, il est assez intéressant et enthousiasmant pour qu'on espère sincèrement le voir arriver à maturation. For a long time, we fought. We fought against the establishment, against the market, even sometimes against ourselves. La Horde du Contrevent, c'est quelque chose de compliqué à adapter, on le sait, qu'on n'est pas sûr de faire quelque chose de bien, voilà. Mais en tout cas, on se défonce pour ça. C'est pour ça qu'on reste près de l'auteur, qu'on reste près de l'œuvre en elle-même, et surtout, on aimerait bien quand même un petit peu des fois, quand on essaye de faire des choses un peu ambitieuses, que ce soit pas un gros mot en fait. Juste qu'on essaye de le faire, parce que c'est vrai, il y a plein de choses qu'on fait mal, mais si on les fait pas, en fait, au bout d'un moment, il y a rien qui se passera, en fait, tout simplement. Et on a la chance d'avoir des gens en France très talentueux, et pourtant, des fois, quand on voit les productions qu'on a, c'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait faire. Je rappelle quand même qu'on est un pays où on a créé les effets spéciaux, Georges Méliès, on a créé même le cinéma avec les Frères Lumière, Jules Verne a révolutionné la science-fiction. Au bout d'un moment, je pense qu'on a ce talent-là, on peut faire des choses, et moi je suis juste frustré de ça. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire venir énormément de monde sur cet univers-là, quoi. Et donc on a besoin de tout le monde pour supporter ça. Voilà. Donc c'est critiquable, mais au bout d'un moment, je pense que c'est louable. Ça reste entre nous, mais on le pense aussi.